Bienvenue dans ce magazine. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir sa richesse culturelle. Des événements à ne pas rater, des artistes à découvrir, des expositions à voir et à revoir. C'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons sur la scène du festival Trace. Ce dispositif du réseau 92 aide les artistes musicaux du département et notamment le groupe Wine. Nos caméras les ont suivis dans leur préparation. Plus besoin d'aller jusqu'à Venise pour assister au carnaval. L'association Au fil des idées organise dans les villes de Corbeil-Essonnes et Soisy-sur-Seine un gigantesque carnaval comme à Venise. Nous vous en parlerons. Et puis gros plan dans cette édition sur les photographes amateurs de l'association Rueil Images. Nous verrons comment des clichés pris grâce à un téléphone portable se retrouvent au cœur d'une exposition. Direction les Hauts-de-Seine avec un festival pas comme les autres. Chaque année, Trace propose une série de concerts, mais pas seulement. Depuis 13 ans, c'est aussi un dispositif de repérage et d'accompagnement des groupes musicaux du département. Pour cette 13e édition, 7 nouveaux talents ont été sélectionnés par le réseau 92 des Hauts-de-Seine. Ils sont à découvrir au cours de 7 concerts avec des artistes plus confirmés. Pour comprendre le fonctionnement de ce festival, Christophe Rigaud a suivi la préparation du groupe Wine. Maison Daniel Ferry de Nanterre. Sur scène, le groupe Wine, une musique groove qui mélange soul et rythmique hip-hop. Dans 24 heures, le groupe sera sur scène avec un vieux routier du jazz fusion, le musicien Paco Seri, un des membres fondateurs du groupe Sixon. Une chance incroyable pour ces jeunes musiciens pour qui la scène est un moyen indispensable pour faire sa promotion. C'est incontournable. Déjà en tant qu'artiste, c'est énormément de plaisir aussi. Donc ça, c'est un premier point. Après, dans l'industrie de la musique, c'est incontournable parce qu'effectivement, les CD se vendent plus. Et puis trouver un public et faire un public, c'est faire du live en fait. Ouais. Et on en est à un stade où on a besoin de vraiment se créer un public. Surtout quand on est autoproduit comme nous. Des concerts, des occasions comme ça, c'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître, quoi. Pour se retrouver dans la lumière, Wine a été sélectionné par le réseau 92 des Hauts-de-Seine. Avec 7 autres artistes, ils feront partie des groupes découvertes du festival Trace, la vitrine scénique du réseau 92. Cette structure regroupe depuis 1993 des salles de concert, des studios de répétition et d'enregistrement et des écoles de musique. Objectif : mutualiser les moyens techniques et humains, mais surtout accompagner les artistes dans leurs projets. Ils sont environ 80 chaque année. Les groupes peuvent arriver de deux manières. La première manière, c'est des groupes qui vont avoir des besoins en accompagnement. Et on va dire que la deuxième manière, ça serait plutôt un groupe qui serait dans une démarche de recherche, de développement en structuration et en management et qui va s'adresser au centre ressources du réseau 92. Qui est un centre, un point d'information, conseil et d'orientation gratuit, ouvert à tous, pour l'ensemble des porteurs de projets du département, aussi bien amateurs que professionnels, publics que privés. La maison Daniel Ferry fait partie du réseau 92. Cette salle de spectacle, qui possède aussi son studio de répétition et d'enregistrement, est en contact quotidien avec les artistes et fait souvent appel au centre ressources du réseau. Ce matin, par exemple, j'ai eu un appel, j'ai un contrat, je ne sais pas bien si tout ce qui est dedans, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est bien fait. J'ai besoin d'avoir qu'on m'aide à lire ce contrat. Donc voilà, je l'ai envoyé vers le réseau pour des choses bien spécifiques, où on peut les aider à défricher un peu tout ça aussi. C'est aussi bien administratif que musical. La vitrine du réseau 92, c'est son festival. Depuis 13 ans, le festival Trace part à la recherche des artistes de demain pour les propulser sur scène, avec un concept original. D'habitude, on a une tête d'affiche, ensuite après on cherche éventuellement une première partie. Nous, la première partie, c'est l'artiste accompagné. Donc le but ensuite, c'est de le valoriser et de le faire connaître à un public qui ne viendrait pas forcément, parce qu'un groupe inconnu, c'est difficile de faire venir les gens, surtout en banlieue.
C'est plus facile à Paris, dans des endroits connus, et de trouver une tête d'affiche, évidemment, qui soit en adéquation avec le genre musical qu'on aura défendu. Sur la scène de la maison Daniel Ferry, retour avec le groupe Wine. Pendant 3 jours, ces musiciens disposent de la salle et de ses techniciens, un vrai plus pour préparer son concert. Pendant la résidence, on travaille vraiment le show, la scène, les interventions d'Anne-Sophie, les breaks, l'attitude, les regards. On travaille tout ça avec Arnaud, qui est un très bon coach. On est très contents. Voilà. Ouais, il est super. C'est vraiment sur l'intro, je trouve qu'il y a un peu de longueur, quoi. Ah ouais. Arnaud, c'est le coach scénique. Il intervient sur les 3 jours de la résidence pour caler le spectacle. Quand tu descends le plateau là, avec les bassistes et tout, t'es pas obligé de faire le machin, tu vois. Ça peut vraiment être un truc... Dis-moi, excuse-moi, note-le. Ouais. Quand on avance sur la fin. Tu sais, quand on... Obligé d'y aller en rythme. Quand vous descendez le plateau là. Tu vas normal. Ça c'est vraiment sur scène, c'est vachement important, c'est ton buste qui nous montre où est-ce que tu regardes. On n'a aucun recul, on a beaucoup trop de choses, d'éléments comme ça, musicaux, arrangements. Alors penser à la mise en scène, la lumière, l'attitude, c'est impossible à ce stade-là. Quand on joue en live, en fait, forcément on n'a pas de recul à moins de se filmer, ce qu'on a fait à quelques occasions. C'est difficile en fait de savoir exactement ce qu'on dégage, quoi. Et là c'est un travail intéressant, lui il a un œil déjà neuf, donc il ne connaissait pas notre univers. Et voilà, il a accompagné pas mal de groupes dans des styles différents, donc il pointe du doigt les éléments qui vont pas, il les traduit par des choses simples et ça nous permet de vraiment améliorer le set, quoi. Pour venir découvrir ces nouveaux groupes, mais aussi des concerts d'artistes confirmés, rendez-vous pendant le Festival Trace qui se déroule dans 7 salles du département des Hauts-de-Seine jusqu'au 16 février 2013. Grégoire Gorganov est photographe professionnel depuis plus de 10 ans. Il est également papa d'un petit garçon, ce qui l'a inspiré à réaliser des portraits de pères avec leurs fils. Les générations sont réunies sur un même cliché, debout, torse nu, souvent peau contre peau. Une exposition riche de sens sur la paternité et le lien qui peut unir un père et son fils. Johanna Soudry de TV Fil 78 nous emmène à l'hôtel de ville de Guyancourt où l'exposition est à découvrir jusqu'au 16 février. Des hommes au torse nu, côte à côte, bras dessus, bras dessous, un père et son fils, parfois ce sont même 3 générations que le photographe Grégoire Gorganov immortalise sur ses clichés. J'habite Guyancourt et on regarde pas mal les activités de l'école des parents. Il y a 1 an, on avait participé déjà pour les 10 ans de l'école à une séance photo avec une photographe. Et là, on nous a proposé de faire partie aussi de ce groupe autour de ce thème père-fils. Donc ça m'a bien intéressé. Et il se trouve que mon père était dans le coin à ce moment-là et que c'était l'occasion de faire une séance photo familiale et de bons souvenirs. À Guyancourt, c'est toute la famille de Marc qui a décidé de prendre la pose devant l'objectif du photographe. C'est un photographe professionnel, donc il y a, je ne sais pas combien, il a fait une centaine de photos, donc une centaine de prises de vue, ce qui fait qu'il faut se détendre, il faut l'écouter, il faut bien se plier entre guillemets aux règles qu'il demande, quoi. Il y a déjà la relation père-fils, petit-fils, etc. Puis de partager un moment comme ça où on est obligé de faire des gestes, je dirais un peu de tendresse, de se remémorer des choses, de se regarder. L'idée est née il y a maintenant presque 3 ans. C'est mon petit garçon que nous avons adopté, sa mère et moi, et donc qui est à la peau noire, il est né au Rwanda, et qui un jour, en rentrant de l'école, le soir au moment du dîner, nous dit, voilà, je comprends pas, papa, maman, on dit que je suis pas votre fils, parce que vous avez la peau blanche et moi j'ai la peau noire.
Le photographe s'interroge alors sur la ressemblance, la filiation, le rôle du père, de la mère et de l'enfant. Et puis je dis à Marco, à mon fils, je dis écoute, je vais faire plein de photos de papa avec leur fils et tu vas voir, il y en a qui te ressembleront et puis il y en a qui ne se ressembleront pas. Et voilà, c'est parti comme ça. Si Grégoire Korganov a déjà photographié plus de 150 personnes, à Guyancourt, c'est une quinzaine de pères qu'il a rencontrés pour réaliser 23 portraits. Ces clichés sont à découvrir à l'hôtel de ville de Guyancourt jusqu'au 16 février. Il s'est surnommé lui-même l'homme média numéro 1. Fred Forrest détourne les supports de communication depuis 40 ans. Il joue avec la presse écrite, le satellite, la radio et bien sûr la télévision et maintenant le web. Le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains lui rend hommage jusqu'au 31 mars. Ancien professeur en sciences de l'information et de la communication, l'artiste s'amuse des médias pour mieux nous interpeller sur leur omniprésence. Philippe Pémal de VOTV a rencontré Fred Forrest. Un simple coup de téléphone à New York et vous déclenchez à distance l'ouverture de ce robinet planétaire. Cette œuvre est l'une des nombreuses idées sorties du bouillonnant cerveau d'un artiste inclassable, Fred Forrest. Depuis plus de 50 ans, ce touche-à-tout médiatique utilise les nouvelles technologies de la communication pour en faire des œuvres interactives. J'ai fait des expériences avec la radio, j'ai fait des expériences avec la télévision, j'ai fait des expériences avec le journal électronique et bien sûr, maintenant, je suis sur Internet et je suis sur Second Life. Voilà l'évolution. Pourquoi? Parce qu'un artiste qui veut s'exprimer avec la sensibilité de son temps, il utilise nécessairement les outils de son temps. Les outils de son temps, Fred Forrest les utilise pour faire réfléchir le public. Son objectif, le faire agir et réagir. Toutes mes œuvres, c'est de faire réfléchir le public. C'est sur le quotidien, sur le social. Si elles sont esthétiques, je ne refuse pas, mais l'essentiel de mon œuvre, c'est la dimension critique par rapport à la réalité sociale, politique, publicitaire. C'est à Enghien, au Centre des Arts, que se tient cet hommage à l'homme média numéro 1, comme il se définit lui-même. On y retrouve quelques-unes des œuvres médiatiques de Fred Forrest, comme ces carrés blancs, publiés dans des journaux permettant aux lecteurs un espace d'expression libre. On y trouve également ses différentes interventions télévisuelles, comme en 1972, où il obtient, chose rare à la télévision, 1 minute de silence pendant un journal télévisé. On le retrouve quelques années plus tard dans les rues de Sao Paulo. Et j'avais remarqué que dans les rues de Sao Paulo, vous aviez des gens avec des pancartes qui portaient des publicités. On pouvait louer les services de ces gens-là à une officine. Donc j'étais dans une de ces officines, j'ai pris 20 panneaux mais laissés en blanc. Et je suis parti dans la rue avec, et je n'avais pas supposé l'esprit de participation des Brésiliens. Et j'ai eu, au bout d'un quart d'heure, 2000 personnes autour de moi, la circulation bloquée dans le centre de Sao Paulo. Et donc la police est venue et m'a arrêté. Et ce que je n'avais pas prévu, cette action, a fait le tour du monde parce que le message était passé, c'est la police brésilienne n'aime pas la liberté d'expression. Autodidacte, cet ancien contrôleur des PTT a toujours revendiqué sa liberté d'expression. Professeur des médias à la Sorbonne, son approche est avant tout un questionnement du fonctionnement des médias. Moi, j'ai ce plaisir dans la confrontation avec le milieu social des journalistes et leur résistance. Parce que le peintre, il a une résistance de la peinture. Moi, j'ai la résistance du milieu. Vous savez, quand je propose ces expériences, les gens ne me disent pas de suite OK, on fait ça. Au contraire, il y a une grande résistance. Et je ne sais pas si aujourd'hui, un artiste pourrait travailler comme j'ai travaillé avec les médias. L'exposition des œuvres de Fred Forrest se tient au Centre des Arts d'Enghien jusqu'au 31 mars. À l'aube du carnaval de Venise, l'association Au fil des idées nous donne un avant-goût de l'énorme manifestation qu'elle organise en partenariat avec la MJC Fernand Léger au mois d'avril. À Corbeil-Essonnes et Soisy-sur-Seine comme à Venise, c'est le nom de cet événement. Plus de 200 manifestants masqués, 6000 spectateurs, 130 photographes et une centaine de bénévoles. Martine Guégan de Télé Essonne a suivi les costumes vénitiens lors de l'exposition à la Commanderie Saint-Jean.
Pour nous, cette exposition, d'abord, c'est un petit rêve accompli. Parce que depuis de longues années, on rêvait de pouvoir exposer nos costumes dans la commanderie. C'est un lieu absolument magique, plein de charme. Il n'existe pas un lieu meilleur que celui-là. Chaque costume a un temps de travail différent, a une façon de naître différent. Il y en a qui naissent par les chapeaux, d'autres qui naissent par le masque, et d'autres par un dessin, et après on cherche les tissus. Il n'y a pas deux costumes qui sont nés de la même façon. C'est un costume qui est fait par Daniel Migou. Chaque costume de Daniel, il doit être à son 4e ou 5e, et lui prend 2 ans. Mais les jours où elle sort défiler, il est vraiment fini. Elle a exploité tous les détails jusqu'au bout, elle a fait des recherches. Et vous voyez par exemple, ici, on a chaque fleur, elle était faite une à la main. C'est un mélange de tissus, de dentelles, de pierres. Les costumes, il est fait avec 5 tissus différents. C'est magnifique quand les gens y font leur tenue complète, du chapeau aux chaussures, et après ils créent un personnage, et quand elles défilent, il y en a qui ont une grâce mais qui est extraordinaire, et ils ont une capacité de séduction, parce qu'un masque ne parle pas, et il doit communiquer avec les autres qu'à travers leur regard et les gestuels. Et il y a des gens qui ont ça dans l'âme. C'est simplement les besoins de créer qui a provoqué qu'aujourd'hui on soit à la commanderie et les 6 et 7 avril on défile dans les rues de Corbeil et de Soisy. Pourquoi? Parce que faire des vêtements de ville c'est très agréable, mais il fallait aller un peu plus loin. Et comment aller plus loin? Un terrain de jeu extraordinaire pour la création, c'est les costumes vénitiens. Parce qu'il n'y a pas de limite. À quoi ressemblait le paysage de la région parisienne sous l'ère industrielle entre 1840 et 1980 ? C'est le thème de la dernière exposition proposée par le musée de Nogent-sur-Marne. Gravures du 19e siècle, peintures et illustrations, affiches publicitaires et photographies relatent cette époque aujourd'hui révolue. Un reportage de Fanny Wegschweder et Rémi Carayon de TVM Est Parisien. Une distillerie qui vante les mérites de son absinthe, c'est bien une autre époque que nous fait vivre le musée de Nogent-sur-Marne depuis le 12 janvier. Je vous parlais des affiches très intéressantes de la Belle Époque. C'est une affiche pour une distillerie qui était à Villiers-sur-Marne. C'est ça qu'on voit un médecin qui s'est échappé d'une pièce de Molière, un médecin du XVIIe siècle, qui incite une jeune femme à boire de l'absinthe parce que c'est bon pour sa santé, quoi. Voyez, c'est une campagne mensongère, c'est sûr, mais enfin, bon, c'était à Villiers, c'était tout près d'ici. L'exposition Industrie en banlieue parisienne présente des affiches publicitaires de la Belle Époque, des gravures de presse du 19e siècle, des lithographies, des peintures à l'huile ou encore des photographies en vue aérienne. Propriété du musée de Nogent-sur-Marne ou prêtée par le musée de l'Île-de-France situé à Sceaux, ce sont autant de témoignages historiques sur les grandes heures de la révolution industrielle. Nous évoquons l'histoire de l'industrie en banlieue parisienne. Elle traite du Val-de-Marne, mais aussi de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, de 1840 à 1980 à peu près. Beaucoup d'industries étaient situées d'abord à Paris,
que ce soit la manufacture d'orgue Alexandre ou même Pleyel, c'était dans Paris. Et puis sous Napoléon III, Haussmann déplace, n'est-ce pas, les industries vers la banlieue. Écoutez, Paris très sain, Paris très pur, on délocalise beaucoup en banlieue, mais surtout en Seine-Saint-Denis, parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a de grandes plaines qui sont donc tout à fait favorables à l'établissement de grands complexes industriels. Si les années 1980 marquent la fin de l'ère industrielle, au profit d'un secteur tertiaire émergent et caractérisé par ses grands immeubles de bureaux, certains sites préservés témoignent encore aujourd'hui de ce passé industriel en Île-de-France. Je vous recommande vraiment beaucoup l'usine Meunier qui est à Noisiel, ou les grands moulins de Pantin, parce que les bâtiments sont restés en l'état, et c'est un des témoignages archéologiques les plus vivants. Le musée de Nogent-sur-Marne présente au public son exposition Industrie en banlieue parisienne au 36 boulevard Gallieni, tous les après-midi, sauf les lundis et vendredis, et ce jusqu'au 9 juin. C'est en Seine-et-Marne, sur les communes de Marne et Gondoire, que s'est tenu il y a quelques jours le festival Frisson Baroque. Un festival entièrement dédié au théâtre, à la danse et à la musique baroque. Cette année, la compagnie des Folies du Temps y interprétait le mythe d'Ulysse. Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77 les a suivis en répétition. À 4 pattes, ils courent sur le sol. Ils ont à présent un groin de petites oreilles roses. Circé les a transformés en cochons et elle leur jette des glands. Ulysse, c'est un mythe célèbre et incroyablement riche que la compagnie des Folies du Temps, ici en répétition, a eu envie de raconter au public du festival Frisson Baroque. Elle a trouvé l'inspiration et la matière musicale de son spectacle parmi les nombreux compositeurs qui se sont frottés à la légende. C'est Claudio Monteverdi, le premier qui s'est imposé à nous, parce que c'est lui qui a écrit ce fameux Retour d'Ulysse dans sa patrie, qui est inspiré des derniers livres de l'Odyssée d'Homère. Mais nous ne voulions pas chanter que en italien, parce que c'est un conte qu'on raconte en français, il faut que le public comprenne. Donc nous avons aussi du Lully, le sommeil, nous sommes transit froid avec Lully, nous avons affaire au désordre météorologique et la tempête nous saisit. Ça, c'est Rameau. Dernier compositeur, italien comme Monteverdi, Merula, qui a notamment écrit une très jolie berceuse sur les aventures du héros. Dans cette version, Ulysse est interprété non par un ténor, comme c'est le cas le plus souvent, mais par un baryton, pour apporter encore plus de tension au récit d'un homme qui traverse les mers, affronte les tempêtes, rencontre les monstres et tenté par les sirènes macabres. Dei sempre sdegnati, nomino mai placati, contro Ulisse che dorme anco sederi. Ce qui peut aider à l'interprétation plus juste, c'est l'humanité. On est touché par son destin, puisqu'il veut rentrer chez lui, il ne peut pas. Les dieux se sont mis tous contre lui. Et en même temps, c'est un guerrier, mais il subit les foudres divines et on ne sait pas comment il va s'en sortir. Et voilà, sa fragilité est très touchante. Une fragilité qui fait écho à celle de sa belle. Quand Ulysse vit sa vie, la célèbre Pénélope, elle, l'attend. Le départ d'Ulysse, c'est comme un arrêt pour elle. Et donc elle résiste aux prétendants qui l'assaillent, elle fait preuve de plein de stratagèmes justement pour éviter de continuer, de reprendre le cours de la vie. Ainsi, les héros sont proches de nous, et pour les rendre encore plus vivants, la musique baroque alterne avec un texte écrit par la compagnie, tantôt lu, tantôt récité, par les 6 interprètes, tous très investis.
Mais qui te fait du mal? Ce sont des musiciens qui acceptent de jouer le jeu, de devenir aussi narrateurs, de devenir des instrumentistes, des flûtistes qui acceptent de devenir chanteurs, des chanteurs qui acceptent de devenir comédiens. Donc c'est aussi ce plaisir du jeu qui, j'espère, donnera la vie au texte. Vous l'aurez compris, cette fantaisie musicale contée est fidèle à l'esprit des Folies du Temps, touchant et léger comme un frisson. Baroque, bien sûr. La neige et les glaçons nous donnent de mortels frissons. La neige et les glaçons nous donnent de mortels frissons. Si vous êtes passionné de photos, retenez le nom de cette association, Rueil Images. Vous y trouverez des amoureux de belles images, prêtes à vous écouter et à vous conseiller. Jusqu'au 9 février, l'espace Renoir met en avant les clichés des photographes amateurs de Rueil Images. Aucun thème imposé, expression libre avec appareil photo ou encore téléphone portable. Explication avec Patricia Larcher-Reverdy de Rueil TV. Utiliser son téléphone portable comme appareil photo. Et voilà, dans la boîte. Aujourd'hui, rien de plus banal, mais pour Agnès Cassière, c'est devenu un véritable moyen d'expression. Partie sans appareil photo pour une promenade un jour d'orage, la photographe ne résiste pas à l'idée d'immortaliser les couleurs du ciel. Elle utilise alors son smartphone et une application de retouche d'images. L'intérêt de ce genre de produit et de petits appareils, c'est qu'on l'a toujours dans la poche, dans le sac à main et donc prêt à être sorti, alors que l'appareil photo, on n'est pas forcément parti pour faire des photos. Et donc là, pour cette série, effectivement, je l'ai démarré un jour où j'étais en balade dans le Médoc. Comme vous pouvez le constater, il y a un aspect un petit peu vintage quant au contour des images, dans les couleurs, dans le grain, dans les contrastes. Comme Agnès, les 20 exposants de photographie en liberté présentent leurs clichés à travers un thème choisi. L'eau, l'architecture, les voyages ou encore la photographie animalière. Tous membres de l'association Rueil Images, ils se complètent par leur parcours et leur style. Dans ce club d'amateurs, c'est d'ailleurs l'éclectisme qui est recherché. Chacun des membres peut s'enrichir des compétences des autres. L'âge va de 16 ans à 85 ans, je crois, quelque chose comme ça. On va de gens qui ont fait des concours, qui ont déjà une très très bonne expérience, semi-professionnels, jusqu'à des débutants complets. Et le but, c'est de ne pas être le meilleur, mais d'aider les débutants. Réorganisé en juin 2012, Rueil Images a vu le nombre de ses adhérents doubler en l'espace de quelques mois. Comme chaque année, cette exposition a aussi pour but de montrer l'évolution du travail des membres de l'association. Je pense que quand on commence à faire des photos, au bout d'un moment, on a envie de les montrer aux autres. On a envie d'avoir les avis des visiteurs et des autres sur son travail, parce que c'est aussi comme ça qu'on se nourrit et qu'on va vers tel ou tel sujet par la suite. C'est une occasion pour les photographes et les adhérents du club de montrer leurs travaux et de voir aussi leur progression d'une année sur l'autre. Plusieurs des membres ont déjà vu leur travail récompensé. C'est notamment le cas de ce cliché, sélectionné au concours international de la photo animalière 2012 et intitulé « À l'affût ». Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles découvertes culturelles. Et tout de suite, la suite des programmes sur Télif.